Mesdames et messieurs, bonsoir. Je voudrais ce soir, toujours concernant l'éthique, vous expliquer un peu la méthodologie qui permet de mettre en place un système de management de l'éthique qui soit viable. Vous entendez souvent parler de l'éthique organisationnelle. Alors, je vais être pratique. Vous êtes une entreprise X qui décide de s'engager dans la démarche éthique, comme on dit souvent. La première des choses à faire, c'est que les dirigeants soient convaincus de la nécessité de l'éthique. C'est vrai qu'aujourd'hui, toutes les normes en matière de gouvernance demandent de s'engager dans l'éthique. Mais au fond, il faut que les dirigeants en soient convaincus. Les dirigeants au sens strict du terme, mais les dirigeants au sens large, en intégrant donc les membres du conseil d'administration. Une fois que les dirigeants sont convaincus, que le conseil d'administration et la direction générale se sont entendus, il appartiendra à la direction générale de rechercher les moyens de mettre en œuvre la décision. La recherche de ce moyen va faire souvent appel à un cabinet extérieur, à un consultant extérieur. Il est effectivement souvent difficile, à l'heure actuelle, de trouver à l'intérieur de l'entreprise les compétences nécessaires pour conduire le processus. Donc, il va falloir que l'entreprise se fasse accompagner. Si l'entreprise se fait accompagner, ça veut dire que le directeur général va devoir, par tout moyen approprié, donner l'information selon laquelle l'entreprise s'engage dans la démarche éthique. Une fois qu'il a donné cette information, il faut bien sûr qu'il sélectionne l'expert qui va accompagner l'entreprise. Une fois l'expert sélectionné, il faut bien sûr qu'il mette en place ce que je considère comme étant un groupe de travail dans un premier temps, qui va travailler avec l'expert pour un certain nombre de travaux. Parmi les premiers travaux à réaliser, il va falloir donner une petite formation aux membres du groupe de travail qui souvent n'ont jamais entendu parler de l'éthique de façon précise. Des généralités, oui, mais je dis bien de façon précise. Une fois que cette première formation est donnée, d'initiation, je dirais, à l'éthique, mais le groupe de travail sera sollicité par l'expert pour contribuer à l'identification des valeurs partagées, mais aussi des anti-valeurs. C'est un processus qui peut prendre un certain temps, mais qui peut être souvent aussi, on l'a fait, digitalisé. Mais les discussions en direct révèlent plus l'importance que les gens attachent à telle ou telle valeur ou à tel ou tel problème identifié. Donc ce groupe de travail va être sollicité d'abord pour la recherche des valeurs et des antivaleurs. Après ça, il y en a d'autres groupes qui vont être constitués sous une autre forme pour faire le même travail que le groupe de travail a pu faire. L'ensemble des groupes intervenus pour l'identification des valeurs et antivaleurs va permettre de sortir un certain nombre de résultats. Ces résultats vont souligner la liste des valeurs qui viennent en tête, des mauvais comportements également qui viennent en tête. Après, il va falloir croiser ces deux choses dans le but de rechercher quelles sont les valeurs les plus appropriées pour combattre les mauvais comportements relevés ou que l'on souhaite prévenir. Alors, évidemment, ce premier exercice d'identification des valeurs va être accompagné par un deuxième exercice qui va permettre, je ne rentrerai pas dans le détail ici, de mieux classer les valeurs identifiées par les différents groupes. Le groupe de travail va intervenir au dernier moment pour une nouvelle classification selon un format
que les experts connaissent. Donc. Une fois que cela est fait, en fonction du nombre de points, donc, on va arrêter les valeurs et on va se rendre à une réunion avec le comité directeur pour faire un arbitrage sans que les valeurs définies par le groupe de travail et les autres groupes soient remises en cause. En pratique, ce qui s'est souvent passé, c'est que le comité de direction a souvent demandé d'ajouter telle ou telle valeur pour telle ou telle raison. Mais ce n'est pas ajouté automatiquement. Il y a un travail qui est fait par le groupe de travail qui accompagne le processus, qui gère le processus très précisément. Et lorsque ça paraît pertinent, la valeur est retenue. Donc, à titre d'exemple, dans une structure, la valeur sécurité ou la sécurité n'avait pas été retenue comme une valeur. Mais compte tenu de la nature des activités, des risques importants que les gens peuvent courir au sein des usines, il a été suggéré de voir dans quelle mesure on ne pourrait pas prendre en compte la sécurité comme une valeur. Finalement, ça a été retenu. Dans un autre cas, c'est la direction générale qui dit, compte tenu de notre position, nous appartenons à un groupe, nous pensons que l'environnement peut être considéré comme une valeur. Des discussions se sont engagées avec le groupe de travail et ça a été effectivement retenu. Dans notre autre exemple, c'est l'innovation qui est proposée comme valeur, mais le comité de direction, certains membres en tout cas, estiment que l'innovation, la structure concernée, n'a pas besoin de la valeur innovation. En l'espèce, il a été trouvé dans leur propre pratique beaucoup d'éléments qui montraient qu'ils étaient effectivement déjà dans l'innovation. L'innovation, elle est importante. L'innovation est importante parce que c'est une valeur de conquête. Et donc, une fois que tout ça est réuni, on a les valeurs, comme j'ai dit dans une autre vidéo, on va leur donner des définitions. C'est-à-dire qu'on va faire un exercice qui permet de donner des émotions. Puis après, les émotions, on les regroupe, toutes les définitions, avec chaque valeur, on peut les mettre dans un tableau qui est la charte des valeurs. Mais après, il faut passer à l'élaboration du code de conduite, qui va nécessiter un certain nombre de choses. Il faut bien sûr que dans le code de conduite, il y ait les valeurs qui ont été retenues avec leur énoncé. Mais il faut aussi que pour chaque valeur, il y ait des règles de comportement qu'on indique. Il y a aussi des règles qui indiquent ce qui ne doit pas être fait. Il y a également les procédures d'alerte qu'on doit traiter. Parce que si on n'alerte pas, le système ne peut pas vivre et on ne prend en compte votre système que s'il y a un mécanisme d'alerte. Or, on a beaucoup de structures qui mettent en place des codes éthiques ou des chartes éthiques qui ne sont pas des codes de conduite en réalité, mais qui, en définitive, font en sorte de créer un comité éthique sans quelquefois même qu'on sache quel est le travail du comité éthique. Dans le comité éthique, il est important. On peut faire des dérivations avec des correspondants éthiques, j'en ai parlé dans une autre vidéo. Une fois qu'on a mis en place toutes ces règles de comportement ou des choses qui sont interdites et tout, qu'est-ce qu'on va faire en plus? On va mettre en place le système de gouvernance. C'est important de mettre en place le système de gouvernance. Quand le système de gouvernance est mis en place par tous les instruments juridiques, enfin je dirais juridiques, excusez-moi, je suis juriste, c'est pour ça que par tous les instruments nécessaires, on arrive finalement à ce qu'on appelle un référentiel éthique en réalité. Parce qu'il n'y a pas que le code de conduite. Je prends un exemple. Vous pouvez, les risques transversaux étant gérés par le code de conduite générale, mais il peut arriver qu'on prenne en compte les risques spécifiques de chaque métier. Ce qui va aboutir à la mise en place de codes métiers pour adresser les questions spécifiques éthiques de chaque métier. Donc, on est dans les chartes métiers. Donc, vous voyez déjà qu'on a le code de conduite générale, on a les chartes métiers ou les codes de conduite métier d'une certaine façon. Et puis ensuite, il faut mettre à la disposition des employés, des dirigeants, des modules de formation. Parce que lorsqu'on parle de formation en éthique, ce n'est pas une formation un peu générique. On peut faire une formation pour s'informer,
Mais en réalité, s'il s'agit d'appliquer l'éthique, ce sont les instruments qui ont été élaborés qui doivent faire objet de formation. On doit faire en sorte que tous ces instruments élaborés soient maîtrisés par les employés. Parce qu'une fois que tous ces instruments sont mis ensemble, il y a une cérémonie officielle de remise de ces documents. Chacun doit recevoir son document, chacun doit s'engager, signer à respecter le contenu de ce référentiel éthique. Et chacun doit faire en sorte que, effectivement, le référentiel éthique soit appliqué. Si chacun doit faire en sorte que le référentiel éthique soit appliqué, cela signifie quoi exactement? Que chaque directeur, chaque chef de service doit prendre un certain nombre de dispositions. Mais au-delà de ça, le service communication de l'entreprise va avoir un rôle important à jouer. Parce qu'en matière éthique, la communication est importante. Puisque l'éthique se fait à la fois en direction de l'extérieur, c'est-à-dire pour nos parties prenantes extérieures, mais aussi en direction de l'intérieur, c'est-à-dire pour nos parties prenantes intérieures. Toutes ces catégories-là ont besoin d'être formées ou, en tout cas, correctement informées, notamment en ce qui concerne les parties prenantes extérieures, pour savoir que désormais, voilà comment les choses se passent dans l'entreprise ou dans les relations avec l'entreprise, dans les relations avec l'entreprise. Donc, une fois qu'on a mis en place tout ça, cette politique de formation, on va former bien sûr les gens, mais il va falloir aller plus loin après, si on veut que les choses s'appliquent. Qu'est-ce qu'on va faire en ce moment-là? Mais les contrats de travail, les contrats commerciaux, tous les contrats, tous les documents contractuels devront être révisés pour prendre en compte l'angle de l'éthique. Donc, les systèmes ou les fiches d'évaluation du personnel devront être révisés. On devrait même aller plus loin dans les procédures du travail parce qu'il s'agit d'intégrer l'éthique dans le management quotidien. Donc, il y a un travail de fourmi à réaliser pour qu'on puisse bâtir effectivement un système de management éthique. Je ne peux pas rentrer dans tous les détails ici, mais il faudra comprendre qu'on doit faire en sorte de mettre à la disposition des employés une ligne pour signaler, pour faire les alertes et tout, mais en même temps des exemples et des réponses avec des réponses de questionnement éthique. Parce que lorsque l'employé est devant son ordinateur dans son bureau, il a une certaine marge de manœuvre, une certaine marge de liberté. Le code de conduite, la politique éthique va justement encadrer l'utilisation de cette liberté. Parce qu'il pourrait utiliser dans le mauvais sens la liberté qui lui est accordée. Donc, c'est pour ça qu'il est nécessaire. Il ne faudrait pas que les gens disent « Ah oui, mais on ne savait pas qu'il fallait faire comme ça, il fallait comme… » Ce qu'on doit retenir, c'est qu'en réalité, lorsqu'on est dans une organisation, dans une entreprise, chacun a sa façon de voir les choses en fonction de son éducation, en fonction de sa religion, en fonction de son ethnie même, en fonction de sa culture, en fonction d'un certain nombre d'éléments. Donc, il a ses propres références. Mais ces propres références ne peuvent pas être utilisées dans le cadre d'une organisation commune. Il faut que vous ayez la même référence, les mêmes références. Et c'est là où on parle de valeurs partagées. Les valeurs partagées sont vos références. C'est ça qui doit vous guider au quotidien quand vous prenez les décisions. Donc, je pense que c'est important de savoir que bâtir une politique éthique, c'est quelque chose de sophistiqué. Mais il ne suffira pas de mettre en place quelques valeurs, souvent réalisées sans vraiment réellement associer les membres du personnel et les cadres de la société, avec quelques lignes de dire, bon, les gens s'engagent à faire telle ou telle chose. Ce n'est pas du tout suffisant. Et c'est pour ça d'ailleurs que très souvent, vous avez des entreprises qui, après avoir constaté certaines choses, sont obligées quelquefois de reprendre tous leurs processus pour que leur politique éthique soit robuste. Évidemment, quand vous faites une politique éthique, vous avez différentes choses à l'intérieur. Vous avez des questions fondamentales. Vous avez des poches qu'il faut absolument traiter. Vous avez la question de la corruption. La question de la corruption, il faut que dans votre politique éthique, il y ait quelque chose de spécifique sur ce sujet. Dans votre politique éthique, il y a quelque chose de spécifique sur le blanchiment. Il y a quelque chose de spécifique sur, par exemple, les harcèlements, le harcèlement moral ou le harcèlement sexuel. Donc, vous savez, dans la politique éthique, il y a tout ce qui est général et puis il y a des questions spécifiques qu'il faut absolument. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de référentiel éthique. C'est un ensemble de documents qui adressent certaines questions particulières qu'on utilise pour faire le système
de management de l'éthique dans une organisation. Et aujourd'hui, je voudrais terminer par le fait que la sensibilisation est importante. Mais il y a toute une technique de sensibilisation. J'ai parlé tout à l'heure du service de communication, de la direction de la communication. Mais il faut savoir sensibiliser. Sensibiliser, c'est dans chaque direction, c'est dans chaque service. Par exemple, vous avez un journal d'entreprise. Il faut que dans ce journal d'entreprise, périodiquement, on puisse parler de l'éthique et d'une certaine façon. Si vous avez des réunions, il faut que périodiquement, on puisse parler de l'éthique et d'une certaine façon. Si le directeur général s'adresse aux membres du personnel, aux membres du comité de direction, il faut qu'on puisse parler de l'éthique et d'une certaine façon. Donc, il y a des méthodes de travail à mettre en place pour que l'éthique soit effectivement vulgarisée, que chacun comprenne et tout. Donc, c'est très, très important de savoir qu'on ne peut pas mettre en place une politique éthique. Ce n'est pas juste dire, on a fait une charte éthique et que la charte éthique avec un comité et que c'est terminé. Non, il y a beaucoup d'autres choses qui sont à mettre en place, sinon le système ne va pas servir à grand chose. Et souvent, les gens se posent la question de savoir est-ce que la charte éthique, le code éthique, on m'a souvent posé la question, doit être intégré dans le règlement intérieur. En Côte d'Ivoire, ce n'est pas encore le cas. En France, ils ont, dans le cadre de la réforme du Code du travail en 2015, décidé effectivement que les éléments de l'éthique doivent être intégrés dans le règlement intérieur. Ce n'est pas le cas en Côte d'Ivoire, c'était en France en 2008 d'ailleurs. Le ministère qui était chargé du travail à l'époque avait dû sortir une circulaire pour bien indiquer qu'il s'agissait bien de deux choses distinctes et que le règlement intérieur étant strictement réglementé par le Code du travail, on ne pouvait pas mettre des choses que la loi n'a pas prévu d'intégrer, qu'il fallait séparer les deux. Maintenant, ils ont réglé la question en indiquant dans la loi qu'on peut mettre les deux choses. Non, nous sommes dans l'ancienne situation où on ne peut pas intégrer la charte éthique dans le règlement intérieur, même si par ailleurs on trouve quelques éléments, notamment au niveau de la discipline, dans le règlement intérieur qui relèvent en réalité de l'éthique. Pour l'instant, c'est deux choses complètement séparées, deux documents complètement séparés qu'il faut mettre en place. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas respecter le code de conduite ou la charte. Le code de conduite doit être respecté parce que on a vu en jurisprudence, la violation du code de conduite peut entraîner des sanctions pouvant aller jusqu'au licenciement et ces licenciements sont jugés légitimes. Donc, j'attire l'attention sur trois choses. La première des choses, mettre en œuvre une démarche éthique, ça nécessite une démarche bien précise, ça nécessite la mise en place d'un certain nombre de documents, ça nécessite certaines activités bien précises parce qu'après, il faut déployer. Donc, la deuxième chose sur laquelle je mets l'accent, c'est que si vous déployez, il va falloir avoir un plan d'action annuel avec un certain nombre d'activités, avec des ressources, des sommes affectées. D'ailleurs, si on fait l'audit, c'est des choses qui pourraient être vérifiées. Si vous n'avez pas ça, c'est comme si la volonté de mettre en place l'éthique n'existait pas. La troisième chose, c'est la nécessité de faire souvent appel à des consultants extérieurs ou si vous avez quelqu'un en interne, cette personne-là, pour venir auditer l'effectivité de la mise en œuvre de la politique éthique. Je dis bien l'effectivité de la mise en œuvre de la politique éthique et surtout son efficacité. Ça veut dire qu'on va voir les points forts, les points faibles. Et à partir des points faibles, on va prescrire les corrections qui sont nécessaires. Donc voici un peu la vidéo d'aujourd'hui, ce que je souhaitais dire sur l'éthique. Je vous remercie. On se reverra la prochaine fois sur une autre vidéo.